Thérapie complémentaire, médecine alternative, douce, traditionnelle, pourquoi autant de termes utilisés et surtout de quoi on parle? Cette capsule vidéo présente les définitions et appellations reliées à ces pratiques et les confusions que génèrent les différents termes utilisés. Tout d'abord, il n'y a pas de définition officielle, internationale et unanime de ces approches. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a proposé une appellation générique. Traditional and Complementary Medicine. Donc il y a traditionnel et complémentaire, mais qu'en est-il de alternative ou intégrative qui existent aussi et que nous verrons plus tard? Et puis il y a le terme médecine qui pose aussi problème car il laisse entendre qu'on est uniquement dans le soin et la thérapie. Or nous verrons qu'il ne s'agit pas uniquement de soins, mais d'accompagnement aux soins ou de prévention, de bien-être, ou d'accompagnement personnel ou spirituel. Avant d'aller plus loin, revenons sur les termes médecine et thérapie utilisés à la fois pour complémentaire ou alternative car ils provoquent déjà la confusion. Lorsqu'il s'agit de médecine, on sait de quoi on parle, la profession est réglementée, les diplômes sont officiels et protégés. Les médecins sont enregistrés sur des listes officielles, gérées par les autorités de santé, avec des pratiques évaluées, contrôlées et autorisées. Avec le terme thérapie, c'est un peu plus compliqué, car des thérapeutes qui ne sont pas médecins disent faire de la médecine complémentaire. Et pourtant, en regardant la palette de prestations proposées, vous verrez qu'il s'agit de moments pour soi, pour se détendre, pour retrouver l'équilibre, pour se reconnecter à ses émotions ou à son vécu corporel. C'est de l'accompagnement aux soins. Dans le cadre d'une maladie, et même sans maladie, c'est important de s'accorder ces moments. Les acteurs de ces pratiques semblent ne pas être très conscients de la portée des termes qu'ils utilisent, mélangeant prévention, accompagnement aux soins, bien-être, développement personnel, avec soins et thérapie. Ça ne participe pas vraiment à la clarification du sujet. Médecine et thérapie sont des mots lourds de sens. Alors quand j'entends parler de médecine énergétique, médecine vibratoire ou médecine symbolique, aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le contexte actuel, avec l'importance de la médecine biomédicale sous pression constante pour garantir une gestion de la santé collective, j'estime que c'est plus que maladroit. Adopter une approche symbolique ou utiliser les métaphores en consultation, c'est une idée dans l'accompagnement du patient. Mais de là à parler de médecine, c'est ajouter inutilement de l'huile sur le feu. Accompagner le patient dans sa maladie est une chose, afin de permettre d'exprimer son ressenti et de mieux gérer sa douleur, son anxiété ou sa tristesse. Prétendre soigner une maladie, c'est bien différent. Et de l'autre côté, rejeter ces approches parce qu'il n'y a aucune preuve d'efficacité ou que c'est dangereux, alors que le danger est présent dans toute activité et qu'il ne s'agit pas forcément de soigner, comme on l'a vu, c'est pas mieux en termes d'attitude. Donc, on le voit, avant d'entrer dans les différentes appellations utilisées, les confusions démarrent déjà avec ces deux termes. Mais continuons. Complémentaire signifie en complément ou en addition à un traitement classique. Mais la médecine classique s'est aussi déléguée auprès des autres professions de santé. Le parcours de soins ne se résume pas au seul médecin. Il y a tout un réseau qui s'active autour du patient. Les soins infirmiers, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les psychothérapeutes. Vous avez même la possibilité, en tout cas en Suisse, de consulter un aumônier si vous souhaitez avoir un soutien spirituel. Il y a aussi les professions socio-éducatives, assistants sociaux, éducateurs, les centres médico-sociaux composés d'équipes pluridisciplinaires. Et n'oublions pas le personnel administratif qui fait tourner toute cette machinerie. Le secrétariat médical, c'est l'oracle de l'hôpital. Il sait tout. Au final, la question reste, quel complément apportent ces approches qui n'est pas déjà donné par les professions classiques? J'y reviendrai en fin de séquence, mais d'abord, passons en revue les autres appellations utilisées. Alternative, c'est aussi un terme que l'on entend souvent. Il signifie en remplacement. Il génère aussi pas mal de confusion parce qu'il peut être interprété autant dans un sens positif que négatif. Dans un sens négatif, on va remettre en cause les pratiques de la médecine classique, avec le risque que le patient renonce à suivre les prescriptions de son médecin. Et dans un sens positif, la pratique de la méditation ou de l'auto-hypnose, c'est à peu près la même chose. Il s'agit de se mettre en transe plus ou moins profonde. La respiration est la clé.
Méditation ou auto-hypnose donc sont des pratiques permettant de mieux gérer la douleur et constituent donc une alternative aux antidouleurs. En tout cas, ça permet d'en diminuer la consommation. Et c'est toujours bon à prendre. À nouveau, alternative n'est pas un terme très adéquat. Vous aurez autant des thérapeutes qui vont critiquer la médecine classique aveugle et corrompue, tandis que d'autres vont tout faire pour être reconnus comme pratique ayant toute sa place dans le parcours de soins classique. Un autre terme ? Traditionnelles signifie qu'elles sont historiquement liées à une culture donnée. Par exemple, la médecine ayurvédique, présente en Inde, au Sri Lanka ou au Népal, ou la médecine traditionnelle chinoise, avec l'acupuncture comme pratique emblématique. C'est un terme inspirant et très apprécié, assez vendeur car il suggère des pratiques millénaires et authentiques qu'il s'agit de retrouver et faire revivre. Par contre, quand on voit aujourd'hui le nombre de nouvelles approches holistiques, quantiques qui voient le jour, on peut difficilement imaginer que traditionnel permet d'englober la diversité des approches existantes. C'est un terme réducteur au final. Thérapie douce. Enfin, on dit plutôt médecine douce. C'est une mauvaise habitude à cause de la confusion que nous avons vue en début de vidéo. Douce signifie l'exclusion de techniques invasives. Mais ce terme induit en erreur car il laisse entendre qu'il n'y a pas de risque. Attention, quand je parle de risque, ce sont les personnes qui peuvent provoquer des dommages. Les approches en elles-mêmes ne sont en général pas dangereuses. Au pire, on peut les réduire à des placebos. La parole et le contexte sont les agents guérisseurs. Et c'est déjà pas mal. La parole est le symbole qui participe à la guérison. On n'est pas loin de la magie, mais c'est un autre sujet. En parlant de méthode, l'hypnose, par exemple, est un très bon outil permettant de mieux gérer la douleur, comme on l'a vu. Par contre, quand je vois des publicités où on propose l'hypnose pour l'arrêt du tabac, la perte de poids avec la pose d'un anneau gastrique virtuel, ou les régressions vers des vies antérieures, ou pour retrouver des souvenirs oubliés, là, on joue à l'apprenti sorcier. Le problème ici n'est pas l'hypnose, mais les personnes qui en font usage. Encore une fois, le terme génère plus de confusion que d'éclairage. Naturelles signifie qu'elles excluent l'utilisation de produits synthétiques, c'est-à-dire des molécules développées en laboratoire. Pourtant, les industries pharmaceutiques s'inspirent des processus naturels pour développer des produits en grande quantité, rapidement et à moindre coût. Bon, il y a le problème des brevets déposés, pouvant provoquer des situations de monopole ou de frein au développement. Mais c'est un autre sujet. Il y a aussi la phytothérapie, composée d'extraits de plantes. Alors oui, c'est naturel, mais pour quel impact écologique? S'il s'agit de faire ses propres produits phytothérapeutiques, on a le risque non pas de jouer à l'apprenti sorcier, mais à l'apprenti pharmacien. Problème de dosage, contre-indication médicale. C'est tout un monde. Mieux vaut avoir une formation en bonne et due forme et des contacts réguliers avec le corps médical. Et puis, confession d'une connaissance alchimiste, lorsqu'il y a une substance active dans un remède, en général, c'est l'alcool. Et oui, l'alcool est la substance clé dans la composition des remèdes alchimiques. N'est-ce pas le spiritus? Et c'est de la chimie de laboratoire. Donc, à nouveau, le terme n'est pas idéal. Énergétique suppose le recours à une énergie universelle qui parcourt le monde et avec laquelle on peut agir sur la santé. Je n'en dis pas plus pour le moment parce que j'y reviendrai en fin de séquence. Parallèle signifie le recours à des fondements théoriques différents de la médecine biomédicale. Là aussi, ce terme laisse entendre que ces pratiques sont totalement séparées de la médecine classique. Or, l'histoire nous montre que ces deux courants ont toujours été en relation. Par exemple, le courant de médecine naturiste, né au XIXe siècle, prône une hygiène de vie simple, faite d'activités sportives, de bains, d'alimentation variée et de moments consacrés à la réflexion, à la méditation ou au recueillement. Ces principes simples sont désormais bien intégrés dans les campagnes de prévention actuelles. Qui ne connaît pas manger 5 fruits et légumes par jour? Ici, pas de recours à des entités surnaturelles. La nature, considérée comme gigantesque organisme vivant, fournit toutes les ressources pour une bonne santé. Le vivant aide le vivant, l'être humain est en harmonie avec la nature. Cette médecine naturiste avait pour but de réunir l'approche spiritualiste, pour résumer l'esprit domine la matière, et mécaniste, où la matière domine l'esprit. C'est ce courant qui a notamment participé à l'émancipation de la naturopathie.
Maintenant, ce que disent les naturopathes aujourd'hui, c'est leur responsabilité. J'y vois là un discours plutôt marketing, promotionnel, voire militant. Il y a un grand mélange entre spiritualisme et mécanisme. Le spiritualisme a son discours sur la pensée, l'esprit et l'existence d'un plan de réalité immatériel, et le mécanisme a son discours sur le concret, la matière. C'est quand on mélange les deux que ça se complique, avec à l'extrême le rejet des lois physiques. Et ça fait un peu peur, mais c'est mon avis et c'est un autre sujet. Empirique signifie par l'expérience. Cela signifie que nos connaissances proviennent de nos multiples expériences vécues et non d'un cadre théorique dans lequel on doit intégrer ces expériences. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les approches dites empiriques, dont les principes remontent déjà au célèbre alchimiste Paracels, donc vers 1500, vont élaborer un traitement spécialement pour tel patient. Selon le célèbre adage repris par l'homéopathie, il n'y a pas de maladie, seulement des malades. Mais empirique génère également de la confusion, car la méthode scientifique actuelle va également répéter un nombre élevé de fois les expériences pour voir si les effets varient d'un essai à l'autre. Ah, holistique est un terme très à la mode et très vendeur. Il signifie totalité. Autrement dit, il s'agit de tenir compte de la globalité de la personne. Mais nous avons vu en début de séquence que la médecine n'est pas la seule profession impliquée dans les soins. Il y a tout un réseau qui s'active autour du patient pour répondre à ces différentes problématiques. C'est l'approche dite biopsychosociale. Mais l'expression est moins sexy, je vous l'accorde. C'est moins vendeur que holistique. Et les thérapeutes qui prétendent avoir une approche holistique ont tendance à oublier qu'ils n'ont pas accès au dossier médical. S'il s'agit d'être holistique, autant l'être jusqu'au bout. Et la dimension physique de la personne, avec ses mécanismes biologiques, est à prendre en compte comme n'importe quelle autre dimension. Le seul avantage du terme holistique est qu'il intègre la dimension spirituelle de la personne, domaine peu connu des professionnels de santé et rarement abordé en contexte clinique. On le voit, tous ces termes génèrent plus de confusion et de débats stériles qu'ils clarifient le sujet. Pendant un temps, j'utilisais l'expression « pratique non conventionnelle », c'était même inclus dans le titre du centre de formation Psybé. Cette appellation provient du ministère français de la Santé. Elle se décline de différentes manières, pratique de soins non conventionnels ou pratique non conventionnelle à visée thérapeutique. J'avais retiré les notions de soins et visée thérapeutique pour les raisons que j'ai évoquées plus haut. Mais même dans ce cas, le terme n'est pas adéquat. Avec une telle popularité et un cadre légal clair comme en Suisse, difficile de les considérer comme non conventionnels. Donc on en est réduit à ne conserver que le terme « pratique ». C'est une idée et j'y reviendrai en fin de séquence. Il reste encore d'autres appellations qui tentent de clarifier le sujet. Les soins de support rejoignent ce que je disais en début de séquence. Les soins ne se résument pas au seul médecin. On les voit en oncologie, pour les douleurs chroniques ou en soins palliatifs et proposent du soutien psychologique, un support social et nutritionnel, de la physiothérapie ou du soutien spirituel. On retrouve le modèle biopsychosocial. Non, c'est holistique. Vous voyez que selon la façon dont on parle de ça, soit c'est « waouh », soit c'est « ah bon ». Les interventions non médicamenteuses sont des protocoles physiques, psychosociaux et nutritionnels de prévention et de soins fondés sur des données probantes. C'est un travail notamment porté par le professeur Grégory Nino de l'Université de Montpellier que j'apprécie beaucoup et dont je tire cette définition. Son travail permet de distinguer les approches aux mécanismes clairement identifiés, par exemple l'exercice physique, la diététique, l'art-thérapie, la psychothérapie ou la thérapie assistée par l'animal, d'autres approches qui, on va dire, sont un peu plus ésotériques avec le recours à une énergie universelle, facteur de guérison. J'y reviens tout de suite, mais avant ça, voyons une dernière expression qui monte en importance et qui est la médecine intégrative. C'est le recours officiel à la médecine classique et aux approches complémentaires. Non, alternatives. Enfin, un peu tous les termes qu'on a vus jusqu'ici. C'est intégré à l'hôpital, c'est supervisé par des médecins, c'est reconnu par les autorités de santé, c'est la classe. En y regardant de plus près, on peut se demander en quoi la médecine intégrative apporte quelque chose de nouveau, ou de plus, ou de différent
que la simple médecine. Par exemple, vous trouverez dans tel cabinet ou hôpital de l'acupuncture et de l'hypnose. Dans un autre, de l'art-thérapie, de la réflexologie, voire de l'ostéopathie, mais pas d'acupuncture et pas d'hypnose. On a l'impression que chaque institution, hôpital ou cabinet médical va proposer sa propre palette de soins complémentaires sans qu'il y ait de cohérence dans le choix des approches, ou alors en fonction de leur popularité. C'est un argument souvent avancé. Les patients sont demandeurs. En effet, il y a une forte demande et c'est la raison pour laquelle je propose d'intégrer officiellement l'astrologie dans les approches de médecine intégrative. Car pour l'avoir pratiqué pendant des années, je peux vous assurer que la demande est là et que le succès sera au rendez-vous. Bizarrement, on veut bien mettre l'acupuncture ou la réflexologie, mais l'astrologie remporte peu de succès. Mais je ne perds pas espoir, sachant que l'acupuncture est imbibée d'astrologie, j'ai toutes mes chances. Un autre problème est que certaines approches ne sont pas intégrées dans le discours de la médecine intégrative. Par exemple, les personnes qui ont le secret, ces prières récitées pour calmer une brûlure, elles ne cherchent pas de preuves, ne se considèrent pas comme scientifiques, ne demandent ni formation, ni diplôme, ni reconnaissance. Ainsi, cette pratique, comme d'autres pratiques telles que le magnétisme ou la médiumnité, sont tout simplement absentes du discours de la médecine intégrative. Un autre argument est que la médecine intégrative tient compte du patient dans sa globalité. Mais elle ne peut revendiquer ni l'exclusivité ni la nouveauté de la prise en compte de la personne dans sa globalité. Comme on l'a vu, le parcours de soins classique est aussi pluridisciplinaire avec le modèle biopsychosocial. Mais c'est moins sexy comme terme, je vous l'accorde. Il ne faut pas attendre des acteurs de la médecine intégrative une réflexion sur la nature et les fondements théoriques de ces approches. Le discours est clair, les éléments de langage savamment choisis, les recherches respectent la démarche scientifique, les études sont publiées dans des revues à comité de lecture, les effets cliniques sont visibles, la pratique est appliquée comme il faut, le cadre légal est respecté, la demande est là et l'offre aussi. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme disait le philosophe et mathématicien Leibniz. Le débat est donc clos. Si vous avez des critiques, elles sont stériles car vous n'avez pas été initié à telle ou telle pratique et vous n'y connaissez rien. Au final, le discours de la médecine intégrative n'apporte aucune clarification sur la nature de ces approches. Elle ressemble plutôt à de la médecine cumulative. Elle revendique des preuves scientifiques discutables et une écoute du patient qu'elle n'a pas inventée. Elle passe ainsi à côté de l'essentiel, l'invisible. Et voilà, j'en arrive au point commun réunissant ces approches et à la conclusion de cette vidéo, la dimension subtile, énergétique. Des notions telles que énergie, méridien, ki, chakra, corps astral ou éthérique font partie du vocabulaire commun de ces approches. Ce sont ces notions qui sont le plus controversées. Aujourd'hui encore, on n'est pas en mesure de prouver leur existence. On sort ici du domaine scientifique objectif où il s'agit d'observer, de mesurer et de quantifier. On est dans le domaine du subjectif, de l'invisible, du subtil et donc de l'ésotérisme. Trop long à développer ici, l'ésotérisme c'est le monde de l'imagination, de l'intuition, de la créativité, des éléments que les patients portent avec eux mais qui sont rarement abordés en consultation. Quelques articles à ce sujet sont disponibles sur la plateforme de formation Psybé si vous souhaitez en savoir plus. Les données actuelles pour la Suisse montrent que 2/3 de la population a recours à ces pratiques. Ça montre l'immense attractivité de ces approches et la grande popularité des éléments culturels et traditionnels généralement attribués au mouvement dit New Age. Bizarrement, en Suisse, aucune des institutions actives dans la médecine intégrative n'ose ouvrir le grand livre de l'ésotérisme. Il est même préférable de ne pas aborder le sujet, histoire de conserver une certaine crédibilité. Alors que les approches utilisées font clairement référence à l'occultisme ou à l'ésotérisme, on n'est pas dans la médecine occulte. Non, on est dans la médecine intégrative. Pour conclure et essayer d'y voir plus clair, je vous propose de classer ce vaste ensemble de pratiques en 2 catégories. D'une part, les approches qui n'ont pas besoin de dimensions subtiles ou énergétiques pour fonctionner. C'est le cas de l'hypnose, de l'art-thérapie, de la méditation que nous avons vu avec le modèle biopsychosocial, ainsi que les soins de support ou les interventions non médicamenteuses.
Si vous voulez mettre des guides spirituels dans votre séance d'hypnose, libre à vous. Mais l'hypnose, l'outil, n'en a pas besoin. Il fonctionne très bien sans, comme la méditation ou l'art-thérapie. Aucun problème pour les intégrer au parcours de soins. Elles le sont déjà d'ailleurs, et depuis longtemps. Mais en disant que c'est intégratif ou holistique, c'est quand même plus glorifiant et vendeur. Marketing quand tu nous tiens. Quant aux autres approches, une analyse plus approfondie est nécessaire. Elles doivent se comprendre dans un sens plus humain que médical uniquement. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce sont des pratiques avant tout. Avant de parler de soins, thérapie, médecine, on est dans l'action, le moment présent. C'est une rencontre humaine dans un cadre et un contexte bien particulier qui ne peut être répété à l'identique comme c'est le cas dans les recherches scientifiques. C'est le monde de l'unique, de l'inattendu, de l'imagination, de la spontanéité. Il s'agit de faire émerger l'imprévu, l'unique, laisser libre cours à l'imagination, sortir des sentiers battus, des règles et des normes. Toutes les personnes qui se consacrent à la clinique savent que les protocoles de soins et les critères diagnostiques ne peuvent être suivis à la lettre. Chaque patient réagit différemment, de par son historique, ses attentes, son unicité, ses particularités. La magie de l'instant présent. Ça paraît un peu niais au premier abord, mais c'est pas si évident quand on est constamment dans le contrôle et l'analyse. Et c'est ce qui fait leur particularité, leur plus-value, et aussi leur discrédit si on reste dans le cadre unique de la pensée matérialiste. C'est un domaine passionnant, mais les personnes qui s'expriment sur ces pratiques sont tellement occupées à protéger leur précaré que le débat est sclérosé. Si vous critiquez ces approches, alors vous êtes un horrible rationaliste, aveugle, borné et corrompu. Si vous appréciez ces approches, alors vous êtes endoctriné par des théories fumeuses, pseudo-scientifiques, dangereuses, à la limite de l'organisation sectaire. Voilà résumé les points de vue que l'on voit passer dans la presse et sur les réseaux sociaux. Les raisonnements les plus simples ont le plus d'impact. On est 100% pour ou 100% contre. Ainsi, le message est clair, sans équivoque et permet d'atteindre une plus large audience. C'est toujours mieux que « le sujet est complexe, on ne peut pas tirer de conclusion ». À travers mes vidéos, mon message est « c'est complexe, on ne peut pas tirer de conclusion ». Alors, prenons le temps d'analyser ces approches sans parti pris avant de les valider ou de les condamner. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et si vous êtes professionnel de santé en Suisse, sachez que le Centre Psybet propose des formations continues accréditées, enregistrées et disponibles en permanence. Vous trouverez aussi des articles thématiques, d'autres capsules d'information et un guide suisse sur les thérapies complémentaires. Alors, rendez-vous sur la plateforme de formation Psybet pour tout savoir sur ces approches.